Bonjour, je m'appelle Vincent Gosselin. Dans le cadre du projet du vote étudiant au séminaire des Chicoutimi, William Bouchard-Tremblay et moi-même rencontrerons les candidats dans la circonscription fédérale de Chicoutimi-Le-Fjord. Ça commence d'ailleurs aujourd'hui avec M. Jimmy Voyer du Parti populaire du Canada et il est avec moi. Bonjour M. Voyer. Hey, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Comment va votre campagne jusqu'à maintenant? Hey, très bien. En fait, moi et ma conjointe, moi, je me présente pour le Parti populaire du Canada dans Chicoutimi-Le-Fjord. Oui. Ma conjointe, Sylvie Théodore, qui est médecin à l'hôpital, elle se présente dans Jonquière. Et puis, on fait notre campagne en famille. Oui. Alors, les gens trouvent ça très intéressant, puis nous aussi. Et puis, on a une très, très bonne réponse, là, étant donné que notre concept est assez original. C'est assez rare de voir un couple se présenter dans deux circonscriptions voisines en même temps, effectivement. Et puis, pouvez-vous vous présenter? Oui, pour les gens qui ne vous connaissent pas. Là. Mon nom, c'est Jimmy Voyer. Et puis, je suis un passionné de politique. Je me suis déjà présenté à la dernière élection provinciale pour le Parti conservateur du Québec. C'était dans Jonquière. Et sinon, je donne un bon coup de main à l'Alliance Saguenay, le parti d'opposition au niveau municipal. Je suis un passionné de politique, un passionné d'économie. Et puis, moi, mon background, en fait, j'ai été un militaire de carrière. J'ai fait 20 ans dans les Forces armées canadiennes. J'ai pris ma retraite l'année dernière. Après 20 ans de service, j'ai travaillé pour les services du renseignement. J'étais spécialisé dans les opérations de chasse et opérations de drones. J'ai été déployé un peu partout sur la planète. Et puis, maintenant que je suis à la retraite, eh bien, ça me permet de consacrer mon temps à mes passions qui sont la politique et l'économie. Absolument. On a appris récemment que Maxime Bernier participait au débat national. Comment réagissez-vous? Pour nous, c'est vraiment un game changer. Ça va nous donner la visibilité qu'on a besoin là, dans les médias, vraiment faire connaître le parti sans passer par le filtre des médias. Les gens vont pouvoir entendre le message directement de Maxime Bernier. Puis la décision qu'a rendue la commission du débat des chefs, ça a eu un effet direct sur moi parce que la Chambre de commerce de Saguenay, le quotidien Radio-Canada, m'ont invité à leur débat qui a lieu le 9 octobre prochain. Donc, même chose, je vais avoir une plateforme pour m'adresser directement aux électeurs. Très bien. Maxime Bernier, lors d'une déclaration passée, avait dit qu'il ne prenait pas position sur l'avortement publiquement pour laisser à chaque député le droit de prendre position, sa propre position personnelle, et en plus, il laisserait libre à un député de déposer un projet de loi qui pourrait éventuellement réouvrir ce débat. Donc, vous, quelle est votre position personnelle sur l'avortement? Oui, moi, je suis pro-choix. Et puis, dans tout ce débat-là, en fait, le Parti populaire a été le premier à se prononcer dans ce sens-là. Les conservateurs ont suivi, puis le Parti vert. Hein, ils ont tous la même position. Ils ont tous la même position. Puis, c'est vraiment une question de droit aux femmes à l'avortement versus le droit de la liberté d'expression des députés en Chambre. Hein. Chaque député a le droit de déposer des projets de loi privés. Et puis, si les partis commencent à dire oui, non, je vais mettre mon veto sur tel projet de loi, il faut respecter la démocratie puis le droit des députés de représenter les opinions de leurs constituants. Sans toujours écouter la ligne de parti. Oui, puis nous, ce qui fait la différence au Parti populaire, c'est qu'on a un droit de parole que ailleurs, dans d'autres partis, on n'a pas. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai pas... j'ai pas... Vous n'allez pas présenter le projet de loi? Moi, non, je n'appuierai pas un projet de loi, très personnellement. Et je ne peux pas passer sous silence la déclaration de Maxime Bernier sur Greta Thunberg. Il a attaqué personnellement la jeune militante écologiste. Comment réagissez-vous?
Comment expliquez-vous ces propos envers une adolescente? En fait, il a fait une série de tweets pour exprimer sa position sur cette jeune fille et puis sur tout l'enjeu des changements climatiques, etc., etc. Et puis, moi, j'ai aucun problème avec tout ce qu'il a dit. Il faut vraiment lire ce qu'il a dit. C'est que cette jeune femme-là est utilisée par des groupes d'intérêt pour promouvoir un agenda pro-alarmisme climatique. Puis nous, on n'embarque pas là-dedans. On ne croit pas on est en situation de crise présentement au niveau des changements climatiques. Mais il y a une phrase qui a accroché un peu plus, c'était sur sa condition ou son niveau de stabilité. Puis il s'est excusé. Puis je pense que c'était la bonne chose à faire. Le projet GNL Québec, le gazoduc à Saguenay, c'est quoi votre position là-dessus? Nous, on est pro-développement économique. Si le Canada veut prospérer, on n'a pas le choix. Il faut exploiter nos ressources naturelles. Et puis, même Maxime Bernier, on le dit très bien dans notre plateforme, il faut être en mesure d'exporter notre pétrole, notre gaz. Le meilleur moyen de le faire, c'est avec des pipelines. C'est beaucoup plus sécuritaire de le faire via pipeline que plutôt que par train, par exemple, ou par toutes sortes d'autres moyens. Alors, oui, pour nous, en autant que ce soit fait dans les règles de l'art, en respectant les normes environnementales, puis, comme je disais plus tôt, en demandant des règles environnementales encore plus sévères, nous, on n'a aucun problème avec ça. Puis ça va être bon pour retenir des emplois ici, puis créer des nouveaux emplois ici en région. Vous proposez aussi de sortir de l'accord de Paris. Oui. Pourquoi? Oui, en fait, le problème avec ces grands rassemblements-là, comme l'accord de Paris, puis il y en a toutes les années, c'est que tout le monde se rejoint à un endroit, tout le monde signe des beaux papiers, tout le monde prend des belles photos, tout le monde se donne des tapes dans le dos, mais à la fin de la journée, il n'y a personne qui agit puis qui prend des actions vraiment concrètes. Puis nous, on trouve que c'est à la limite un peu de l'hypocrisie. Et puis, ce qu'on préfère, c'est nous, comme on dit un peu plus tôt, que les provinces décident de leur propre cible, décident de la meilleure façon d'atteindre leur cible, puis laisser les autres prendre leurs belles photos, là, puis nous, cesser de jouer aux hypocrites, et puis on va... on refuse que des organismes comme l'ONU viennent nous dire comment on doit s'immiscer dans nos politiques internes. Je comprends, mais on ne peut pas tout laisser aux provinces. Le fédéral a aussi un rôle à jouer, là. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement là, sur le plan de l'environnement au fédéral? Ça va être d'appuyer les provinces, puis d'essayer d'harmoniser les différentes politiques, parce que c'est pas vrai qu'on peut dire à l'Alberta, toi, tes cibles, c'est ça, puis donner les mêmes cibles au Québec. Ici, on est sur l'hydroélectricité depuis des dizaines d'années. Ça ne peut pas fonctionner. Je comprends. Absolument. Et la gestion de l'offre. Oui. Ça a été une promesse forte de Maxime Bernier lors de la direction au Parti conservateur. Ça se retrouve dans votre programme au Parti populaire. Quels seraient les impacts d'une abolition complète de la gestion de l'offre au Canada pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs? Oui. La gestion de l'offre, les sondages sont de plus en plus en faveur pour l'abolition. Puis c'est dû au fait qu'on explique aux gens qu'est-ce que c'est la gestion de l'offre, puis quels sont les impacts. Et puis, c'est sûr qu'il y a des agriculteurs qui sont contre, mais quand on explique bien comment on veut se débarrasser de la gestion de l'offre, les gens embarquent de plus en plus. Puis le problème devant lequel on est confronté, c'est que tôt ou tard, la gestion de l'offre va disparaître. Nous, on propose de le faire de façon ordonnée, de façon juste et honnête, de façon respectueuse.
puis, si notre offre ne passe pas, bien, ça va se faire de façon sauvage. Puis, parce que ce qu'on veut faire, c'est racheter les quotas au livre. Et puis, puis ça va avoir tout ça pour effet. Puis, on va compenser ça avec... on va mettre une taxe temporaire pour racheter les quotas. OK. Mais à terme, une fois que la gestion va avoir été abolie, ce que ça veut dire, c'est des prix beaucoup moins élevés pour tous les produits laitiers, les œufs et les produits de la volaille pour tous les Canadiens. Puis seulement les produits laitiers, c'est en moyenne 400 $ par année par famille. OK. Ce 400 $, il vient d'où? Bien, en fait, on paye 2 fois trop cher au Canada pour nos produits laitiers par rapport à l'Europe, par rapport à l'Australie, par rapport aux États-Unis. Puis c'est dû au fait qu'il y a des quotas. Donc, on crée une fausse rareté. En créant une fausse rareté, les prix augmentent, puis la facture est absorbée par les consommateurs. Puis on prend cet argent-là, puis on donne des prix fixes aux agriculteurs qui, eux, n'ont pas besoin de se casser la tête. Ils ont toujours un revenu fixe, peu importe comment ça va. Yeah. Absolument. Et sur le plan de l'immigration, vous proposez quoi? Oui, en fait, on est le seul parti à proposer une réduction de l'immigration pour avoir un maximum de 150 000 immigrants par année. Puis la principale raison, c'est que le gouvernement actuel a créé un désordre complet dans notre système d'immigration. Il y a des listes d'attente à pu finir. Il y a les demandes de traitement. Là, on est rendu à 7 ans de délai de traitement là, pour les gens qui font des demandes. C'est complètement inacceptable. Là, tout ce qu'on peut faire pour réparer les dégâts, c'est limiter l'immigration, colmater la brèche là, à notre frontière, là, les gens qui rentrent de façon illégale. Puis les 100 ou les 150 000 qu'on va accepter, c'est de les accepter accepter plus d'immigrants économiques, donc des gens qui ont des qualifications et qui sont prêts à l'emploi. OK. Parce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, des gens qui rentrent sous la catégorie des réunifications des familles ou des réfugiés, très souvent ne parlent pas la langue et ne sont pas prêts à l'emploi. Et sur le plan des relations internationales, quel type de relation un gouvernement dirigé par Maxime Bernier entretiendrait-il avec des pays comme les États-Unis, qui est notre principal allié, ou aussi la Chine, avec qui on a des relations assez tendues là, depuis notamment l'arrestation de Meng Wanzhou? Oui, bien, je pense que le gouvernement Trudeau a réussi à se peinturer dans un coin là, complètement sur la scène internationale. Un gouvernement du Parti populaire n'aurait pas le choix de rebâtir les ponts, en premier avec les États-Unis. C'est notre plus grand allié, notre plus grand partenaire commercial. Ensuite, avec nos autres pays là, pour lesquels on est très proche, l'Angleterre, l'Australie. Et puis, essayer de réparer les pots cassés avec la Chine parce que il y a des Canadiens qui souffrent en prison là, présentement là, à cause du conflit sino-canadien. Mm-hmm. Vous parlez aussi beaucoup vous m'avez parlé là, de respect des compétences provinciales. Est-ce que vous vous engagez à ne pas contester la loi 21 sur la laïcité du Québec? Oui, nous, on ne prend aucune position. Les provinces sont libres d'adopter la réglementation qu'ils veulent là, dans ce domaine-là. Nous, on ne veut pas s'immiscer là-dedans. Une redéfinition de la mission de Radio-Canada, ça ressemblerait à quoi au point de vue de l'auditeur et du téléspectateur? En 3 lettres, je dirais PBS. En fait, on a un élément dans notre plateforme, puis ce qu'on veut faire, c'est que on aimerait que CBC et Radio-Canada deviennent une entité privée et qui est financée à 100% par des capitaux privés. Puis ce qu'on veut faire, c'est un plan de transition de 5 ans, parce que présentement, CBC Radio-Can reçoit 1,2 milliard de dollars par année en subvention. C'est de l'argent de nos taxes, c'est extrêmement cher. Nous, sur 5 ans, on aimerait réduire cette portion-là graduellement. Puis, au bout de 5 ans, parce qu'ils sont bons, CBC Radio-Can, les gens vont vouloir s'abonner, mais
on aimerait, au lieu d'obliger les gens, on aimerait que les contributions se fassent de façon volontaire, comme PBS aux États-Unis. Toujours dans le domaine médiatique, là, on l'a vu récemment, au mois d'août, avec le groupe Capital Média, qui a eu des difficultés financières. Le gouvernement du Québec a donné une aide d'urgence, mais ça reste temporaire, là. Vous, proposez-vous des mesures afin d'atténuer la crise des médias qui menace l'information régionale et des emplois aussi ici au Saguenay, là? Oui, en fait, on est en pleine période je dirais, de transformation, puis peut-être de crise dans le domaine des médias, puis c'est les nouvelles technologies qui amènent ça. Mais là, c'est tout un problème, parce que le gouvernement de Justin Trudeau a alloué 650 millions de dollars en bail-out en aide financière pour les différents médias, puis tout le monde se sépare l'argent, mais ça apporte des problèmes. Ça apporte des problèmes au niveau de l'indépendance de nos médias au Canada. Puis pour nous, il n'est pas question de donner des sous à des médias. Les médias doivent s'autofinancer, puis ils vont trouver des moyens de se réinventer. C'est juste que c'est une passe qui est un petit peu plus difficile, mais ils vont passer au travers. OK, donc l'aide aux médias, on ne touche pas à ça. Non, on ne peut pas. Parfait. Et maintenant, je vous énumère des enjeux. Vous m'expliquez rapidement votre position là-dessus. Oui. OK? Dans la région, l'amphithéâtre sur la zone ferroviaire, est-ce que votre gouvernement investirait? Parce qu'il est prévu qu'Ottawa pourrait peut-être investir. Jamais, parce qu'un gouvernement du Parti populaire n'investit pas dans des infrastructures locales. Okay. On respecte les champs de compétences provinciaux et municipaux. Pour nous, pas question d'acheter des votes avec l'argent des votants comme ça. OK. La taxe carbone, c'est non? Absolument pas. OK. L'ACEUM, l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, vous trouvez ça comment? En fait, l'accord tel qu'il est actuellement doit être redéfini. Puis si le Canada, notre plan, c'est d'abolir la gestion de l'offre, puis aussitôt qu'on est prêt à concéder cet élément-là, les Américains vont ouvrir leur marché à 100 %. Okay. Et puis, c'est pas vrai qu'un accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, ça doit être épais comme un bottin de téléphone d'exception. Ça devrait être une page. Tous okay. les biens et services peuvent être échangés de façon libre. C'est ça qu'on veut ultimement. Une réforme de scrutin au fédéral? Non, on pense que la forme de scrutin qu'on a actuellement fonctionne très bien. OK. La légalisation du cannabis, vous avez trouvé ça comment? Bon, c'est pas... okay. On se prononce pas, puis ça devient difficile à un moment donné. On légalise, revenir en arrière, ça devient trop difficile. Okay. On laisse ça comme ça. On laisse ça comme ça, il est trop tard. L'affaire SNC-Lavalin, on ne vous a pas beaucoup entendu à ce sujet-là. Oui, bien en fait, un des éléments forts de notre programme, c'est d'abolir complètement les subventions aux entreprises. Donc, des scandales à la SNC-Lavalin, on risque d'en voir beaucoup moins avec un gouvernement du Parti populaire parce qu'on n'en donnera pas de subventions, puis on ne veut pas se mêler de leurs affaires. Puis s'ils commettent des crimes, bien, ils vont être jugés pour, tout simplement. L'achat de l'oléoduc Trans Mountain pour 4,5 milliards de dollars par le gouvernement fédéral? C'était une erreur monumentale. La compagnie qui possédait le pipeline voulait aller de l'avant. Et puis, le gouvernement libéral, tout ce qu'ils ont fait, c'est leur mettre des bâtons dans les roues. Nous, ce qu'on va faire, c'est revendre à une compagnie privée, puis permettre le développement de terminer ce projet-là, tout encore une fois en ayant les bons paramètres environnementaux. Est-ce qu'on l'imposerait, par exemple, à la Colombie-Britannique qui s'y oppose? Énergie Est, si ça revient au Québec, est-ce qu'on le fait passer quand même? Oui, on n'a pas le choix. Là, on est pris devant un dilemme. On n'a pas le choix d'exploiter nos ressources. Le transport transcanadien, c'est une compétence fédérale. Et puis, pour l'intérêt national, on va imposer aux provinces. On n'a pas le choix. On va utiliser la Constitution s'il faut. Mais c'est sûr qu'on aimerait trouver un terrain d'entente. Ouais. Toujours. Le contrôle des armes à feu?
contrôle des armes à feu, c'est un sujet très, je dirais, très, en tout cas, pertinent pour les gens ici en région. Ouais. Je suis moi-même propriétaire d'armes à feu. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est modifier la loi sur les armes à feu pour éviter que les propriétaires d'armes à feu soient traités comme des criminels d'emblée, puis que les gens, hein, les gens qui sont honnêtes, puissent avoir accès à des armes à feu et puis pouvoir chasser là, sans... Mais pas de registre. Non, Non. pas de registre. Okay. Mais c'est important de clarifier ici là, sur le registre. Le fédéral, on ne reviendra jamais avec un registre, mais la Cour suprême a statué, puis a dit le Québec a le droit d'avoir son registre, puis ça, on ne peut rien faire pour. Ça, c'est la Cour qui décide. Provinciale Puis, mais pas au fédéral. Mais pas au fédéral, jamais. Et finalement, un troisième lien à Québec, est-ce que ça va se faire? Si le gouvernement provincial et les villes de Lévis, Québec veulent un troisième lien, c'est parfait, grand bien leur face. Ils vont devoir se payer un pont, mais ils ne pourront pas compter sur des fonds fédéraux pour payer pour cette infrastructure-là. Monsieur Boyer, merci infiniment d'avoir accepté notre entrevue. C'était très agréable, j'ai beaucoup aimé. Et bonne fin de campagne, bonne chance pour la suite, Monsieur Boyer. Merci beaucoup.